Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique pour le mental du trader de DailyFX. Je suis Caroline Domanine, je suis trader pour compte propre depuis environ 8 ans et je suis coach de trader sur la partie psychologique et comportementale. Et à ce titre, je rédige le site neuro-trading.fr. Et aujourd'hui, donc, je vais dresser le portrait robot du trader contrariant. Mais avant que je commence, j'aurais souhaité, comme d'habitude, que vous me fassiez un retour sur la qualité du son et de l'image. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler du trader contrariant, mais je manque à tous mes devoirs, puisque je me dois de vous avertir que faire du trading comporte des risques, notamment pour votre capital, mais aussi pour votre santé émotionnelle et mentale. Voilà, donc prenez connaissance de l'avertissement des risques liés au trading de DailyFX. Donc dans cette chronique, on va parler du trader contrariant. Et donc je vais commencer avec le cahier des charges, vraiment très global du contrariant. On va ensuite parler de l'instinct grégaire et des facettes de personnalité. Donc dans ce webinaire, en fait, on va regarder les caractéristiques mentales avant toute chose, puisque c'est mon sujet de prédilection, qui sont nécessaires pour bien opérer en contrariant. Donc, ce portrait robot, comprenez bien que c'est un idéal. Et il y a peu de probabilité pour que vous ayez l'ensemble des composantes qui va prédestiner un individu à opérer en contrariant. Et pourtant, certaines sont complètement indispensables. D'autres le sont moins, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors avant de commencer, je souhaitais aussi préciser, parce que je pars souvent du postulat qu'on me connaît déjà, genre je suis une superstar, alors que pas forcément. Donc pour expliquer ce qui me permet aujourd'hui de comprendre les impératifs mentaux d'une stratégie ou d'une approche de trading. En fait, ça va être la combinaison de plusieurs compétences que j'ai développées au fur et à mesure des années. Donc la première, c'est évidemment de faire du trading depuis un certain temps. La seconde, c'est d'être formé et certifié à une grille de lecture des comportements humains qui est assez efficiente et qui est la branche comportementale des neurosciences qui s'appelle le neurocognitivisme. Et donc, la dernière compétence que j'ai développée, qui est plus récente, c'est avec la quasi-centaine, je crois que j'en suis quasiment à 100, des profils donc, que j'ai dressés depuis un petit peu plus de 2 ans, donc qui sont exclusivement des profils de traders. Alors quand je dresse un profil, en fait, je déduis un ensemble de facteurs. Donc souvent, en fait, le trader vient me voir pour l'aider à construire un système de trading qui va correspondre à ses instincts. Et c'est ce que je fais. Et ensuite, il vient me voir aussi pour comprendre les déclencheurs comportementaux qui vont venir s'aborder sa perf et pour trouver des solutions concrètes. Et alors, grâce à tout ce travail d'observation, de réflexion sur quasiment 100 personnes, aujourd'hui, en fait, je sais préconiser des approches de trading qui vont correspondre aux traders pour qu'ils puissent avoir un confort relatif, puisque bon, de toute façon, en trading, le confort ne peut être que relatif, pour qu'ils puissent augmenter ses performances. Et donc dans ces chroniques, je brosse évidemment des généralités, parce que chaque profil est unique. Mais en partant comme ça de généralités, j'ose espérer que vous puissiez retrouver certaines pistes de travail qui pourront vous être utiles. Voilà, et donc aujourd'hui, on va partir de la constatation pragmatique du cahier des charges du trader contrariant pour ensuite déduire des composantes mentales qui vont être associées et qui vont faire que l'ensemble match, en tout cas le plus possible. Donc le cahier des charges du trader contrariant. Alors, un investisseur va être qualifié de contrariant quand il prend une position inverse à celle du consensus dominant sur son unité de temps.
Et alors, cette dernière notion d'unité de temps, elle est primordiale, parce que la tendance en 1 minute, en 1 heure ou en journalier, c'est pas forcément la même. Donc, quand on parle d'approche en suivi de tendance ou contrarienne, on parle toujours par rapport à une unité de temps qui est décisionnelle. La tendance est haussière sur mon unité de temps décisionnelle, j'interviens en baissier ou vice-versa. Donc du coup, ce trader va chercher à acheter lorsque le marché a bien baissé et qu'il est dans un creux, et il va chercher à vendre quand le marché a monté et qu'il est sur un sommet. Alors il y a John Templeton qui disait cette phrase exacte que j'ai pris en note, si vous voulez mieux performer que les autres, agissez à l'opposé de ce que les autres font. Et donc c'est typiquement, je veux dire, la définition du trader contrariant. Et ce type d'approche bien maîtrisée peut être vraiment très rémunératrice, mais si vous n'avez pas les réflexes qui vont avec, c'est juste du suicide. Alors quand vous documentez, quand vous vous informez, vous allez lire dans pas mal d'endroits que les meilleurs performeurs font du contrariant sur du court terme, et ils sont un petit peu perçus comme, je vais dire, des cadors des marchés, et c'est pas faux, hein. C'est vrai que ceux qui arrivent à bien vivre avec ce type d'approche peuvent faire des performances qui sont très 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 élevées, mais il faut faire attention parce que si vous n'avez pas la vision du monde qui va avec, ça ne peut tout simplement pas marcher, c'est impossible sur le long terme, et d'une part, ça va être douloureux, hein, émotionnellement, mentalement, et d'autre part, financièrement parlant, vous n'allez pas vous y retrouver parce que vous allez avoir des réactions totalement inappropriées par le biais de cette vision du monde qu'on va détailler dans 5 minutes. Donc, il y a des règles de base, j'ai envie de dire, qui sont autres que mentales, qui sont plus un cahier des charges général par rapport à cette approche. La première, c'est d'avoir donc une vision du monde qui correspond au contrariant, c'est ce que je vais détailler aujourd'hui. La deuxième, c'est une forte compétence, donc comprendre et bien connaître votre marché. Donc ça passe par un long travail d'observation, hein, et aussi de documentation. Ensuite, ça passe par une exposition qui est assez faible. Du coup, ça évidemment, ça va prédestiner certains profils, ou en tout cas ça va interdire certains profils d'opérer de cette manière. Ensuite, opérer en contrariant demande un bon équipement d'identification des creux, des pics et de volatilité, et du coup une certaine curiosité et une certaine compétence technique. Ça va demander aussi, j'ai remarqué, même si c'est une notion qui en trading est très ambivalente et très borderline, ça va demander de l'intuition. Alors, je m'arrête 2 secondes sur ce mot d'intuition pour le préciser, parce que je veux dire, on peut avoir 2 visions de l'intuition. La première, c'est une vision quasi mystique, de sentir les choses un petit peu comme si la parole divine était descendue parmi nous, et c'est évidemment pas à ça à quoi je fais référence. C'est plutôt à cette deuxième vision de l'intuition qui est qu'au fur et à mesure du temps, où vous bouffez des graphes, il n'y a pas d'autre mot, vous développez votre œil. C'est-à-dire que votre inconscient enregistre certaines figures, certaines configurations de marché, et sans avoir véritablement de réflexion construite et concrète par rapport à une figure, par rapport à une config, vous sentez, parce que vous avez vu passer beaucoup de fois cette même figure, qu'il va se passer ceci ou cela. Et donc c'est plus à ça à quoi je fais référence quand je parle d'intuition. Et donc la dernière compétence pour le cahier des charges du contrariant, c'est une forte maîtrise de soi, et on va y revenir aussi. Donc je vais maintenant rentrer un petit peu plus précisément dans le vif du sujet, notamment avec l'instinct grégaire du contrariant. Donc le raisonnement contrariant est le suivant. Si beaucoup d'investisseurs sont haussiers, c'est qu'ils ont déjà pris position à l'achat.
Donc il va se demander naturellement ce qui peut maintenant contribuer à alimenter un mouvement. Et donc l'investisseur contrariant estime qu'il est temps de prendre une position inverse parce que le mouvement en cours arrive à son terme et que le marché est temporairement arrivé à son max de demande vendeuse ou acheteuse. Du coup, le contrariant parie sur la fin d'un mouvement, quelle que soit son unité de temps en fait, peu importe. Donc il a la vision que le futur ne peut pas être comme le présent. Et donc pour avoir cette vision, il doit naturellement avoir un instinct grégaire qui est méfiant. Et ça dans tous les domaines de vie. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une certaine marginalité grégaire. Alors j'ai déjà plusieurs fois développé la notion d'instinct grégaire. Je ne vais pas la détailler aujourd'hui parce que c'est un format de chronique qui est courte, qui dure 30 minutes. Mais il y a une vidéo qui détaille bien l'instinct grégaire sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne aussi de DailyFX. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à rattraper votre retard en consultant les vidéos précédentes. Donc voilà, le contrariant a un instinct grégaire méfiant. Ceux qui vont avoir un instinct grégaire axial, c'est-à-dire ceux qui perçoivent l'environnement et le monde comme plutôt accueillant, plutôt bienveillant, pourraient d'ailleurs être tentés par ce type d'approche parce qu'ils entendent dire partout que les approches contrariennes sont lucratives. Et leur confiance naturelle leur fait penser, évidemment, je peux le faire, pourquoi pas moi, ça m'est accessible. Et pourtant, c'est des gens qui auront une incapacité totale à appliquer ce type d'approche sur la durée, parce qu'il faut vraiment avoir cette vision du monde du guetteur, cette vision du monde où il y a quasiment une anxiété naturelle par rapport à l'environnement, qui est que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Donc le contrariant, instinctivement, parie sur la fin de quelque chose et pas sur le fait que la situation actuelle peut perdurer. Alors ensuite, donc encore au niveau de l'instinct grégaire, on a par rapport à la confiance en soi, on repart un petit peu sur le cahier des charges du contrariant, puisque le taux de trade gagnant en contrariant est important. Et que le risque-reward est mauvais, c'est-à-dire que proportionnellement, on a un stop qui est plus éloigné que l'objectif. Et ça, je veux dire, c'est pour une raison évidente, c'est qu'il faut laisser respirer le trade. Par exemple, en long, à l'achat, vous achetez jamais au plus bas. Du coup, il faut qu'il y ait un stop qui soit proportionnellement assez large. Et donc, le trader contrariant aura besoin d'avoir une certaine dose de dominance grégaire. Parce qu'un instinct grégaire qui va être soumis, il n'est pas à l'aise avec un risque-reward qui est inférieur à 1 et qui est trop déséquilibré. Par contre, je veux dire en revers de médaille, cette dominance devra être bien canalisée parce qu'elle prédispose aussi le trader à avoir par exemple une exposition trop forte ou un manque de préparation. Et je vous rappelle que pour bien opérer en contrariant, il faut avoir quand même des très bonnes bases de compétences. Donc souvent, le dominant se croit plus compétent qu'il ne l'est réellement. Et donc il devra faire l'effort de bien évaluer sa compétence, ses besoins techniques pour pouvoir devenir un bon trader contrariant. Et du coup, ça passe par plein d'idées qui me sont assez chères, telles que la reconnaissance de sa vulnérabilité, de ses limites. Et alors ça, c'est pas le point fort du dominant, qui va devoir lutter contre ses penchants pour être profitable. Du coup, pour résumer l'instinct grégaire du trader contrariant, il est méfiant, c'est-à-dire qu'il a une vision du monde, le monde est plutôt hostile, mais vraiment méfiant, c'est-à-dire que l'environnement n'est pas un petit peu hostile, il est réellement, pour lui le monde c'est une jungle et la vie est un combat, Ça c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'est qu'il est dominant, c'est-à-dire qu'il a plutôt confiance en lui de manière irrationnelle et il devra donc faire attention à cet aspect pour bien gérer son trading sur la durée. Et donc un trade en contrariant souvent commence perdant,
avec une perte latente qui peut se creuser pendant un certain temps. Donc il va avoir besoin d'une bonne disponibilité émotionnelle et donc évidemment d'un bon money management, ce qui va avec évidemment un comportement discipliné, ce qui nous amène donc à la deuxième partie au niveau du mental, qui sont donc les facettes de personnalité. Donc je m'étais mis aussi dans mes notes un bon exemple de trader contrariant, d'ailleurs je crois que je l'ai vu passer dans le chat, oui, Warren Buffett qui écrit apprenez à aimer et à apprivoiser les actions impopulaires. Alors Warren Buffett, il donne ça un petit peu comme une leçon assez universelle, que tout le monde apprenne ça. C'est vrai que c'est pas mon approche par rapport au développement d'un trading profitable, puisque je pense que si vous n'avez pas la personnalité ou les instincts qui vont avec, c'est une leçon que vous apprendrez jamais, donc d'apprivoiser les actions impopulaires. J'invite plutôt les personnes qui sont prédestinées à développer ça et celles qui n'y sont pas prédestinées à faire autre chose, tout simplement. Pas autre chose que du trading, mais je veux dire à opérer de manière différente. Bref, mais c'est vrai, Warren Buffett est un excellent exemple de réussite magnifique de trading contrariant. Donc être contrariant signifie qu'il faut agir à l'opposé du marché. Donc il doit impérativement très bien maîtriser ses émotions parce que ce trader contrariant va vivre des moments difficiles, en tout cas va vivre des trades difficiles, si ce n'est des moments difficiles. Et donc je voulais revenir au niveau des facettes sur les compétiteurs, puisque les compétiteurs sont particulièrement attirés par ces approches. Et pourtant, elles ne sont pas forcément très bonnes pour eux, parce que les compétiteurs tombent très facilement dans un réflexe naturel de lutte. Un contrariant va à l'opposé des comportements moutonniers. Et donc le compétiteur, il est particulièrement attiré par tout ce qui est original, tout ce qui est en dehors de tout ce qui peut être considéré comme banal, comme commun, et donc il va être très attiré par cette approche un petit peu comme un cador. Ça va aussi renforcer la bonne image qu'il a de lui-même, son sens du défi, son sens de la difficulté. Tout ça, ça va venir alimenter les valeurs du compétiteur. Et pourtant, il doit faire attention parce que quand il y aura des positions où il va y avoir une perte latente qui se creuse, ce qui arrive très régulièrement quand on fait du trading contrariant, le compétiteur va très facilement rentrer dans des instincts de lutte, les instincts de lutte qui vont le prédisposer à des actions du type moyenner, renforcer sa position, faire du hedging sauvage. J'en avais déjà parlé aussi sur une chronique précédente. Bref, toutes ces actions de trading réactives et très agressives qui vont faire que la perte peut se creuser et qui vont venir grandement endommager le capital. Du coup, le compétiteur, il est attiré par les approches contrariennes, mais il doit faire attention. Parce que soit il apprend vraiment à se maîtriser, et effectivement il peut être très très bon là-dedans, soit ça lui convient absolument pas. Donc pour le compétiteur, je suis extrêmement mitigée. Ensuite, donc il y a 3 autres facettes qui sont bonnes pour le trading contrariant, à condition qu'il y ait aussi l'instinct grégaire qui va avec. L'instinct grégaire méfiant et dominant est le must to be pour faire du trading contrariant. Et donc les philosophes, les novateurs et les stratèges vont avoir comme ça des valeurs et des comportements qui vont venir aider. Et donc pour regarder un petit peu ces facettes, je vais rentrer un petit peu dans de la technique de trading. Donc on va prendre pour commencer les indicateurs de sentiment. Donc les indicateurs de sentiment couplés à d'autres indicateurs de type moyenne mobile ou indicateurs permettent d'avoir des informations de surachat, de survente ou de neutralité. Donc certains de ces indicateurs de sentiment vont être représentés de manière graphique
et d'autres de manière mathématique, par exemple avec le carnet d'ordre. Et alors une facette de stratège, par exemple, va privilégier un indicateur graphique, parce que le stratège a une vision du rythme qui va apporter une réelle plus-value à son analyse. Alors qu'un novateur, qui a moins cette vision du rythme et qui est plus réceptif à des concepts d'abstraction, sera beaucoup plus sensible à des approches de type carnet d'ordre. Donc un indicateur de sentiment, en fait, donne l'information sur le niveau de consensus qui permet aux contrariants d'évaluer la force du mouvement de foule. Et donc c'est grâce à ça qu'il va se positionner, parce qu'il va se positionner à l'encontre de la foule au moment opportun, en tout cas le plus souvent possible. Alors évidemment, je ne dis pas que la foule a tort, de toute façon, dans l'absolu, personne n'a tort, personne n'a raison, mais il y a un grand volume qui a été pris dans un sens, et donc le contrariant pense qu'il sera forcément débouclé dans l'autre à un instant donné, et l'indicateur de sentiment lui donne cette information de volume d'achat ou de vente qui va finir par se déboucler. Donc un contrariant va aussi privilégier des stratégies de volatilité. Avec par exemple, j'ai noté des stratégies de reverse qui est une approche spécifique, puisque le trader a toujours une position ouverte pendant toute sa session de travail. C'est-à-dire que quand une position longue est clôturée, il y a une position short qui est simultanément ouverte. Et donc c'est l'ouverture d'une position qui en clôture une autre. Alors ça va demander évidemment déjà de travailler sur des plages très courtes et donc une forte capacité de concentration et une très grande maîtrise de soi. Et alors pour ce type d'approche, donc des approches de reverse, il n'y a que les philosophes et les novateurs, ou ceux qui sont les deux, encore mieux, qui peuvent avoir les ressources nécessaires pour ce type de trading, parce que ça va demander à la fois une grande concentration, beaucoup de calme. Bon, il y a d'autres raisons, mais je ne vais pas rentrer. Si je commence à m'étaler sur les raisons, on y est encore dans 2 heures, donc je vais rester en surface. Donc globalement, une stratégie contrarienne, c'est une stratégie de retournement de tendance. Et un bon indicateur là-dessus, c'est l'indicateur RSI qui va montrer une zone de surachat ou de survente et qui permet aux contrariants d'intervenir quand la pression vendeuse ou acheteuse est à son comble. Et donc, il guette en fait l'usure de la tendance et il va éviter les zones de neutralité. Donc, il doit être patient et éventuellement configurer donc des alertes ou des alarmes pour ne pas attendre devant sa station. Ça demande donc une certaine compétence informatique qui va être quasiment indispensable pour quelqu'un qui va intervenir de cette manière-là. Voilà. Ensuite, le signal peut évidemment intervenir sur des indicateurs de type croisement de moyenne mobile et de RSI, et donc la valeur de moyenne mobile va varier selon l'unité de temps et la volatilité du marché. D'ailleurs, cet aspect de volatilité, c'est hyper important pour quelqu'un qui va opérer en contrariant, parce qu'il travaille généralement sur des unités de temps qui sont courtes. Du coup, avec des ordres limites, que ce soit stop ou target, qui sont assez proches, et il doit pouvoir voir la volatilité implicite et immédiate de son marché. Il va aussi souvent utiliser des indicateurs de divergence. Le divergence qui est un signal qui est assez qualitatif mais qui est rare. Et donc une fois de plus, on va retrouver ces personnalités philosophes et novateurs pour travailler les divergences, puisqu'il faut avoir une certaine patience pour attendre ce mouvement, ce signal qui sera qualitatif. Donc par exemple, sur cet aspect de divergence, quelqu'un qui va rechercher plus de maîtrise et qui aura du coup peut-être une dominance un petit peu moins forte et qui va se rapprocher de l'assertivité, peut inclure un principe de pullback ou de rebond, c'est-à-dire que les prix vont casser un support ou une résistance.
il n'intervient pas, il attend, les prix reviennent donc sur la zone de blocage, et le trader attend que le marché reparte donc sur une deuxième vague contrarienne. Donc c'est une manière de valider le retournement. Par contre, quelqu'un qui va travailler avec ce type d'approche en contrariant doit évidemment accepter d'être frustré parce que parfois le marché va partir sans lui et donc il va passer à côté de certaines opportunités. Du coup, on en revient à cette compétence qui est fondamentale de grande maîtrise de soi, qui est encore plus nécessaire au trader contrariant qu'à un trader qui va opérer en suivi de tendance. Ensuite, je voulais vous parler aussi rapidement des stratégies de fausse cassure, donc qui surviennent lorsque le prix se déplace à travers un niveau de support ou de résistance et effectue immédiatement, ou en tout cas très rapidement, un mouvement dans la direction opposée. Donc là, tout l'enjeu, en fait, pour savoir tirer profit des fausses cassures, c'est évidemment de les reconnaître. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire concrètement. Et un trader débutant doit évidemment éviter cette stratégie, même si j'ai remarqué qu'en ce moment on en parle pas mal sur le net, je ne sais pas pourquoi, parce que ça va demander une grande compétence et une réelle intuition. L'intuition à laquelle je faisais référence dans la première partie, c'est-à-dire pas une intuition avec la parole divine qui vous est tombée dessus, avec cette espèce de certitude qui est irrationnelle et souvent destructrice, qui est de je sais que ça va faire ça parce que je le sais, non. Mais l'intuition donc qui vient parce que vous avez une base de données visuelle suffisamment large pour être réellement compétent. Voilà. Donc pour trader les fausses cassures, vous devez avoir beaucoup de sang-froid, une grande capacité d'observation. Et alors là, seuls ceux qui ont une grosse facette de philosophe peuvent réellement travailler là-dessus. Les autres auront pas suffisamment de self-control et en même temps d'optimisme naturel couplé à la méfiance grégaire. Là, je sais que je vais peut-être en perdre 2-3 en cours de route. Bref, stratégie de fausse cassure en contrariant, il faut une forte facette de philosophe. Et donc ensuite, je voulais vous parler rapidement aussi du scalping au carnet d'ordre, où c'est une approche qui est extrêmement standardisée, logique, pragmatique. Les trades ici sont très très courts, et c'est quasiment du travail à la chaîne, enfin même pas quasiment, c'est du travail à la chaîne. Et alors, l'efficacité donc de cette approche qui est standardisée est un bon garde-fou pour ceux qui veulent faire du contrariant et qui ont une facette compétiteur dont je parlais il y a 5 minutes. Donc pour ce type de trading, vous aurez besoin de marchés très liquides et très volatiles pour que vous puissiez avoir un scalping efficace. Étant donné que ce trader en fait va jouer des corrections dynamiques de marché. Du coup, le trader au carnet d'ordre a besoin de peu, voire pas d'indicateurs techniques, parce que ces prises de position s'effectuent par la lecture du carnet d'ordre, comme son nom l'indique, souvent avec des entrées qui seront fragmentées et un money management qui est très strict. Donc le nombre de trades gagnants est important. Généralement, ceux qui le font bien, ils ont environ 80% de trades gagnants, mais par contre, il y a un risque-reward qui est clairement déséquilibré, puisqu'il risque entre 2 et 3 pour 1, quoi. Du coup, quelqu'un qui va opérer au carnet d'ordre doit vraiment avoir un instinct grégaire vraiment dominant pour pouvoir accepter, tranquillement et dans le confort, un risque-reward qui est à un tel point déséquilibré. Voilà, alors évidemment, ces exemples stratégiques ne sont pas exhaustifs, c'est pas le but. Le but, c'est d'attirer vraiment votre attention sur cette espèce de cohésion entre des instincts et des approches de trading générales. Si je voulais rentrer dans le détail, ça me demanderait beaucoup plus de temps. En tout cas, j'espère vous avoir aidé par cette courte chronique
à dresser un petit peu le portrait robot du trader contrariant. D'ailleurs, si vous le souhaitez, il y a une formation complète qui est disponible sur le site Neurotrading, donc une formation en ligne qui vous permet d'auto-diagnostiquer par le biais de tests que vous faites chez vous vos différents positionnements à différents niveaux de conscience, donc au niveau des facettes de personnalité, au niveau de l'instinct grégaire, au niveau de vos réflexes de lutte, et de mettre en face les actions de trading qui correspondent, donc actions de trading, soit les choix stratégiques qui vont correspondre donc à ces instincts, soit, enfin pas soit, les choix stratégiques et les actions, je veux dire, plus pratiques et concrètes, et aussi des exercices mentaux pour gérer votre comportement par rapport à ces instincts. Et donc cette formation en ligne est disponible sur le site Neurotrading dans la rubrique Formez-vous. Visiblement, d'après les retours que j'ai, puisque cette formation ça fait longtemps qu'elle y est, ça fait plusieurs mois, peut-être même un an, je ne sais plus. Les retours que j'ai eus sont qualitatifs, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai la confiance de publiquement et à grande échelle, enfin grande échelle entre guillemets, tout est relatif, donc de vous en parler comme ça. Voilà, maintenant je vais regarder les questions que vous pouvez avoir dans le chat. Donc je vais vous demander 2 secondes pour me laisser le temps de lire. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Alors, il y a une question qui est intéressante, enfin, il y en a probablement d'autres, mais pensez-vous qu'il est plus facile d'apprendre à trader tout de suite en contrariant, ou plutôt après avoir maîtrisé le trading de tendance normale? Alors ça, c'est une question que je trouve bonne, et je vais faire une réponse de Normand. Oui et non, donc, parce qu'il n'y a pas réellement de réponse à ça, ça dépend de ce que vous êtes. Opérer dans la tendance, pour quelqu'un qui a un instinct grégaire méfiant, du coup je reviens 2 secondes sur l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, en fait, c'est un niveau de conscience qui est très bas. Donc de manière complètement irrationnelle, c'est la vision qu'on va avoir de soi et du monde. Et donc il nous est absolument pas inculqué par nos parents, par l'école, par nos valeurs de manière générale. C'est quelque chose qui est beaucoup plus instinctif et beaucoup plus profond que ça. Cette espèce de vision que le monde est bon ou le monde est mauvais. En tout cas pour la confiance dans l'environnement. Quelqu'un qui va avoir un instinct grégaire méfiant, donc, aura beaucoup de difficultés à trader dans la tendance. Parce qu'il se dit, il y a une petite voix à l'intérieur de lui qui lui répète mais ça va pas durer, voilà, ça se retourne. Donc au moindre retracement, par exemple, voilà, vous avez un trade en long, à la moindre bougie rouge, le trader qui a un instinct grégaire méfiant, il va se dire, voilà, c'est la fin de la tendance. Du coup, c'est très difficile pour lui de tenir une position dans la tendance. À l'opposé, quelqu'un qui va avoir un instinct grégaire axial, c'est-à-dire qui pense que l'environnement est plutôt bienveillant, que le monde est plutôt sympathique et rempli d'opportunités, va avoir beaucoup de mal à faire le deuil de cette vision positive du monde et donc de la fin de la tendance. Donc pour répondre à votre question, Discalex, je ne peux pas réellement vous répondre parce que ça dépend de ce que vous êtes. Quelqu'un qui a de la méfiance peut commencer rapidement sur des approches contrariennes, mais il va devoir quand même rester un certain temps en démo et pas mal potasser parce que ça, voilà, je l'ai dit, ça demande quand même une certaine compétence. Mais de toute façon, opérer dans la tendance, pour lui, c'est une souffrance, quoi. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller contre un instinct qui est aussi ancré et profond que l'instinct grégaire. Voilà, j'espère avoir répondu à la question.
Donc Didier, comment éviter la peur du gain, c'est-à-dire couper les gains trop tôt? Alors, c'est une grande question. Comment éviter de couper les gains trop tôt? J'avais déjà fait une chronique, je suis désolée, je vais faire référence à une autre vidéo parce que c'est une question qui est large. Et donc j'avais fait une chronique sur la confiance légitime. Comment créer une confiance légitime? Ce qui va permettre en fait de laisser courir les gains, c'est une confiance légitime. C'est-à-dire d'avoir testé un système, de le connaître. C'est la loi des grands nombres en fait. C'est de savoir que si je laisse ma position ouverte alors qu'elle est en gain, il est possible que le marché se retourne et que cette position finisse en perte. Voilà, c'est possible. D'ailleurs, ça arrivera. Pardon. Mais sur la loi des grands nombres, je sais que j'ai tout à gagner à laisser cette position ouverte parce que si je perds sur celui-ci, eh ben, sur les 2 suivants, je gagnerai plus. Voilà. Voilà, donc cette question de la peur du gain est profondément liée à la confiance légitime. D'ailleurs, du coup, je vous remercie Didier parce que je vais probablement faire une chronique sur la peur du gain, parce que ça mérite d'être bien développé. Donc il y avait un visiteur qui me demande si on est tout simplement opportuniste, comment est-on qualifié? Alors opportuniste, ça dépend le sens qu'on donne à ce mot. Attendez, je vous demande 2 secondes. Opportuniste, donc j'imagine que ça signifie intervenir sur... Oui, pardon. Donc opportuniste, j'imagine que ça veut dire intervenir sur vague haussière ou baissière, quelle que soit la tendance de fond. Généralement, ceux qui interviennent comme ça sur tout type de vague, au niveau de l'instinct grégaire, j'ai remarqué, par rapport au nombre de personnes que j'ai suivies, que c'est des personnes qui se rapprochent de l'assertivité, c'est-à-dire du point de neutralité. C'est-à-dire que, grosso modo, très peu d'a priori par rapport à la dangerosité, ou l'absence de danger dans le monde. Voilà, je ne sais pas si c'était la question, en tout cas c'est comme ça que je l'ai comprise et j'espère y avoir répondu. Alors, comment faire pour ne jamais déformer la réalité qui va toujours nous rattraper? Ne jamais déformer la réalité? Waouh! Est-ce que c'est possible de ne jamais déformer la réalité? Là, on attaque une... Donc c'est Béléa qui me pose cette question. Béléa, est-ce que vous seriez une femme? Est-ce que du coup je ne serai plus la seule femme dans cette salle? C'est une question philosophique que vous me posez là. Comment faire pour ne jamais déformer la réalité? Voilà, enfin... déjà, qu'est-ce que la réalité? Du coup, c'est la première question qui me vient. Et puis, de toute façon, ça passe forcément, je veux dire, les informations concrètes et pragmatiques qu'on va recevoir d'un graphique passent forcément par notre œil, passent par le prisme de notre humeur, de notre situation. Donc je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, effectivement, on peut œuvrer pour tendre vers ça. Donc si l'absence de déformation, à mon sens, est totalement inaccessible, par contre, on peut essayer de s'en rapprocher. Et donc ça va passer par des exercices de préfrontalisation. C'est-à-dire que, voilà, donc je vais revenir un petit peu sur... l'architecture vraiment très globale d'un cerveau. On va dire que tout en bas, très archaïque, on a le territoire reptilien qui répond à la question comment est-ce que je me mets en sécurité, est-ce que je suis en danger ou non, et donc voilà, sur tout ce qui est de la survie. L'étage du dessus, on a la place de l'individu dans le groupe et dans le monde, donc c'est l'instinct grégaire. L'étage encore au-dessus, on a les personnalités, donc les valeurs, ce qu'on va défendre, ce qui nous insupporte, donc les valeurs et les antivaleurs. Voilà, j'aime la liberté, j'aime la responsabilité, j'aime le perfectionnisme, j'aime voilà tout ce genre de choses.
Et encore au-dessus, on a donc le territoire préfrontal qui est absolument détaché de l'aspect émotionnel et qui a une spécificité biologique, c'est que le cortex préfrontal, en fait, il y a beaucoup plus de connexions neuronales que dans tout le reste du cerveau. Et alors, la fonction du cortex préfrontal, c'est de prendre les informations disponibles dans l'environnement, donc en l'occurrence pour ce qui nous intéresse sur un graphique, de prendre les informations disponibles dans notre cerveau, c'est-à-dire notre compétence, et de déduire d'une stratégie qui va être absolument pragmatique et détachée de l'émotionnel. Et alors évidemment, donc pour pouvoir répondre donc à votre question, donc ne pas déformer la réalité, il faudrait être en mode préfrontal le plus souvent et le plus longtemps possible. Et pourquoi je dis que c'est justement impossible de ne pas déformer la réalité, c'est que déjà le mode préfrontal demande beaucoup d'énergie, donc on ne peut pas y rester longtemps. Je veux dire, structurellement, c'est pas possible. C'est trop fatigant, c'est trop énergivore. Voilà. Et ensuite, de manière naturelle, étant donné que c'est énergivore, eh bien, on a tendance à pas y aller. Alors après, par contre, on peut effectivement se muscler par le biais d'exercices de préfrontalisation pour y être le plus possible. Voilà, j'espère avoir répondu à la question avec le peu de temps qui m'était imparti. Alors Yves me demande, gagnez-vous votre vie avec cette méthode? Donc j'imagine que c'est avec une approche qui est contrarienne. Je ne sais pas si j'ai envie de répondre. Je sais pas si j'ai envie de répondre parce que, vous comprenez, c'est délicat le sujet que je traite parce que je vous explique les composantes mentales de différentes stratégies de trading. Donc si je vous dis exactement de quelle manière je travaille, c'est un petit peu comme si je vous donnais... c'est un petit peu comme si voilà, je me mettais à poil au niveau mental et non, mais je vais pas vous répondre, en fait, j'ai pas envie. Ok. Ok, donc à chaque fois... Ouais, à chaque fois j'ai bien répondu à la question, super. Alors la réalité, c'est ce qui... c'est ça monte ou ça descend, et au-delà de nos fausses attentes. Ouais, d'accord, donc je comprends. Donc la réalité, c'est d'accepter, oui, d'accepter que le marché monte ou descende et de ne pas coller, on va dire, nos souhaits ou nos illusions sur un mouvement. Alors ça, j'ai envie de dire, donc ça c'était donc par rapport à la question de ne pas déformer la réalité. En dehors de l'aspect préfrontalisant que j'ai déjà expliqué, ce qu'il faut faire, c'est avoir le bon volume d'informations par rapport à votre unité de temps décisionnelle. C'est-à-dire que j'ai vu en coaching trop souvent ce travers, il y a trop d'indicateurs, parfois par rapport au temps nécessaire pour prendre une décision. C'est-à-dire que si vous opérez sur un graphique en 5 minutes ou en 1 minute, sur des trades qui sont très courts, il vous faut très peu d'informations disponibles. Parce que si vous avez trop d'informations disponibles, instinctivement, sans réellement le choisir, vous allez voir les informations qui vous plaisent et vous allez occulter les informations qui ne vous plaisent pas. Du coup, effectivement, dans ce cas-là, la réalité est, par voie de conséquence, elle est déformée. Alors il y a cette réflexion à mener du coup au niveau opérationnel par rapport à votre système qui est quel est le volume d'informations que je peux systématiquement, et j'appuie ce mot systématiquement, prendre en compte sur chaque trade. Si vous êtes sur des trades courts, il faut qu'il y ait très peu d'informations. Sur des trades plus longs, vous pouvez en avoir un petit peu plus, mais il faut systématiquement que vous preniez en compte l'ensemble des informations disponibles et que vous avez rendues disponibles par rapport à votre processus décisionnel. Voilà, c'est pour ça que le choix des indicateurs est extrêmement important. Et on en revient à cette phrase aussi que j'affectionne énormément, qui est choisir, c'est renoncer. Il y a beaucoup d'indicateurs auxquels vous devrez renoncer parce que la qualité des informations qu'ils vous donnent n'est pas suffisamment
rentables par rapport au temps que vous avez pour les prendre en compte. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, j'espère que oui. Ouais, donc chaque personne a sa vision de la réalité, donc elle est forcément déformée. Oui, la question de réalité, voilà, de l'appréhension de la réalité, voilà, c'est une question philosophique qui m'intéresse beaucoup, hein, d'ailleurs, hein, j'adore ça. Donc, vous m'avez posé cette question, elle va probablement tourner dans ma tête pendant 2 jours. Merci, hein, franchement, super. Hein. Non, non, je rigole. Mais oui, c'est un sujet qui est intéressant. Euh, et que je... Voilà. En une chronique, vous m'avez donné 2 nouveaux sujets, donc c'est parfait. Donc la peur du gain et déformer la réalité, voilà, probablement que vous le verrez passer dans les prochaines semaines. Ok, bon bah écoutez, apparemment j'ai répondu à l'ensemble des questions. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Cette vidéo sera disponible donc sur YouTube. Donc vous pouvez me retrouver sur YouTube Caroline Domanine, où il y a donc toutes les chroniques des LiFX qui sont répertoriées. Donc je crois qu'il y en a déjà une vingtaine à présent. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter ou sur Facebook et évidemment sur le site neurotrading.fr. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet que je ne connais pas encore. Mais peut-être je vais utiliser vos sources d'inspiration pour la semaine prochaine. Voilà, à bientôt.